Bonjour à tous, bienvenue pour ce septième résumé de livre. Aujourd'hui, on va parler de Blueprint, How DNA Makes Us Who We Are de Robert Plomin. Robert Plomin, c'est un psychologue et généticien américain. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire les deux en même temps. Et c'est un mec qui a fait des recherches de ouf sur le DNA, sur l'ADN, et qui va développer une théorie que je connaissais pas du tout dans ce livre-là, qui est super intéressante. Et ça a été une grosse surprise ce livre. C'est donc parti pour le résumé de Blueprint. Let's go! Et c'est donc parti pour le résumé de Blueprint How DNA Makes Us Who We Are de Robert Plomin. Bon, pour la première fois, je vais pas faire un résumé vraiment organisé. Je vais plutôt le faire sous forme de discussion parce que cette lecture de livre, elle part d'une discussion en fait. Je me posais pas mal de questions depuis l'année dernière après que j'ai lu pas mal de livres sur le sens de la vie, le bonheur, etc. Je me posais pas mal de questions sur l'inné et l'acquis et notamment sur la curiosité, sur d'où vient la curiosité. Est-ce qu'il y a des gens qui naissent curieux, ou est-ce que la curiosité c'est un truc qu'on développe et qui en fait, je sais pas, dépend de l'environnement. Donc en fait, j'avais un gros débat sur l'inné et l'acquis, sur qu'est-ce qui dépend de nos gènes et qu'est-ce qui dépend de l'environnement. J'ai commencé à faire un peu des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que en fait, il y avait très très peu d'informations là-dessus. Très peu d'informations là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'études sur les gènes qui ont été faites à un moment. Il y a Francis Galton, le cousin de Darwin, qui avait fait pas mal de recherches là-dessus, et qui en gros disait que de la même manière que les gènes physiques, suivant la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, se transmettaient de génération en génération en fonction de leur efficacité pour la survie de l'espèce, bah, il disait qu'il y avait des gènes aussi d'intelligence qui étaient transmis de génération en génération. Et donc ça a posé plein de problèmes. Enfin, ça a créé déjà quelque chose qu'on appelle l'eugénisme. Et puis derrière, ça a créé pas mal de problèmes qu'on connaît avec la Seconde Guerre mondiale notamment, enfin avec le nazisme plutôt. Toutes ces dérives-là idéologiques qui ont utilisé en fait l'eugénisme à mauvais escient. Il y a aussi par exemple le fait que les généticiens russes ont tous été assassinés parce que en fait les généticiens disaient que en fait tous les hommes n'étaient pas égaux, quoi. Qu'en fait, quoi, à la naissance, on n'est pas du tout égaux, il y a des gènes, des gens qui naissent avec des gènes meilleurs que d'autres, et donc qui sont naturellement meilleurs que d'autres sur certains sujets, quoi. Et donc ça, c'est complètement incompatible avec l'égalité du communisme. Donc les généticiens russes, on se doute qu'ils n'ont pas passé un bon moment. Et d'ailleurs, ce massacre de scientifiques, ça a été d'ailleurs un des derniers euh, massacres de scientifiques, enfin les derniers martyrs scientifiques de l'époque moderne, à ma connaissance, et à la connaissance des sources que j'ai cherchées. Donc je fais plein de recherches là-dessus, sur l'inné, l'acquis, qu'est-ce qui vient de l'environnement, qu'est-ce qui vient de chez nous, etc. Il y a très peu d'infos à cause de ça, à cause du tabou qui a été tourné, qui a été construit autour de ça après les dérives du nazisme. Et donc en fait je me rends compte que là on est un peu dans l'égalité, 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 c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Donc en fait tout ce qui est génétique on l'a un peu mis de côté, quoi. Mais j'ai lu Sapiens, et dans Sapiens, il y a ce petit passage qui dit que peut-être que si on a été l'Homo sapiens s'est mélangé avec l'Homo erectus et l'Homo néandertal dans différents endroits du monde, on pourrait avoir des différences génétiques en fonction de la géographie, ce qui poserait d'énormes problèmes avec le racisme et compagnie. Donc cette petite phrase, elle m'a quand même interloqué. Je me suis dit, ah, on va un peu creuser le truc quand même. Donc je me suis lancé dans des recherches. Personnellement, mon ressenti, c'était que l'environnement a un impact majeur sur le développement d'une personne. J'avais fini par me dire qu'en gros, il n'y avait pas de gens qui pouvaient naître un peu en mode dieu humain, etc. Et qu'en fait, l'environnement déterminait quasiment intégralement chaque personne. Et je me disais presque que, voilà, que j'ai beaucoup lu Onfray aussi. Et Onfray, il est carrément sur ce truc-là de l'environnement façonne en fait les gens. Et ben là, Robert Plomin, donc psychologue et généticien américain, qui a travaillé depuis des années sur ces sujets-là, met une petite claque et balance une petite bombe atomique dans le milieu et dans ce débat de l'inné et de l'acquis. Robert Plomin commence son livre en nous parlant de l'héritabilité des gènes et il nous donne une stat super surprenante. Il fait d'abord un petit sondage sur le niveau d'héritabilité de chaque paramètre comme la couleur des yeux, le cancer, le poids, la schizophrénie, ce genre de choses, etc.
Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser. C'est un peu flippant quand tu lis ça, parce que tu te dis, merde, en fait, on n'a pas de libre arbitre alors, c'est-à-dire que nos gènes nous déterminent à ce point-là, parce qu'il y a plein de sujets, hein, il n'y a pas que les yeux, le cancer et compagnie, hein, il y a aussi la réussite à l'école, enfin, même la personnalité est déterminée par les gènes à des niveaux qu'on n'imagine pas. Alors déjà, comment est-ce qu'il a fait pour établir ces statistiques-là, tu vois? Il a en fait une technique qui est géniale, c'est la technique des jumeaux. Les vrais jumeaux ont 100% de gènes communs, donc ils ont les mêmes gènes, exactement les mêmes gènes. Et en fait, il a fait ses études sur des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance, donc souvent des jumeaux qui ont été adoptés par des familles différentes. Et en fait, il avait fait des longues études là-dessus, sur plein de points, plein de sujets, etc. Et il s'est rendu compte en fait que, je prends l'exemple du poids, même si deux jumeaux étaient élevés par des familles complètement différentes, il y avait à peu près 70% de corrélation sur le poids. Ça veut dire que les jumeaux avaient à 70% un poids égal. Ensuite, il a aussi vu qu'entre le poids des enfants adoptés et leurs parents, il y avait 0% de corrélation. Donc ça, c'est fou. Ça veut dire en fait, il y a plein de choses qu'on pense qui sont liées à l'environnement, mais qui ne le sont pas du tout. Donc il y a ça, par exemple, pour le poids. Il y a aussi, je sais pas, le fait de divorcer, le fait de se faire boulier, le fait de lire une histoire à ses enfants. Là, c'est en fait Robert Plomine, il nous dit que c'est pas parce qu'on lit des histoires à nos enfants qu'ils vont devenir intelligents, mais c'est en fait parce que nos enfants ont déjà le gène de la curiosité et compagnie, c'est eux qui demandent de lire une histoire. Et du coup, si les enfants ne demandent pas de lire d'histoire, t'as beau leur lire des histoires, tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, et en fait, ça va pas marcher parce que ils n'ont pas ce gène-là, donc il peut pas s'activer. Et ça, c'est important, ce que je viens de dire, j'ai dit, ils n'ont pas ce gène-là, donc il peut pas s'activer. En fait, tu peux avoir un gène, mais il peut ne jamais s'activer. Donc c'est vraiment une dualité entre l'environnement et tes gènes. Donc tu dois avoir tel ou tel gène pour que ce truc se déclenche chez toi. Par contre, si t'as pas la bonne condition environnementale, il va pas se déclencher. Il peut ne pas se déclencher du moins. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un gène voilà, peut se déclencher ou pas se déclencher? En fait, l'environnement, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'on peut diviser l'environnement en plusieurs parties? Parce que l'environnement, c'est assez vaste comme définition. Et bien justement, Robert Plomin, il fait ça. Il définit l'environnement, il découpe l'environnement en deux. L'environnement partagé et l'environnement non partagé. L'environnement partagé, c'est la maison, c'est l'éducation proche, quoi. Et le non partagé, c'est tout ce qui va être temps personnel et puis trucs un peu hasardeux de, je sais pas, des rencontres dans des conférences, dans des endroits que tu vas côtoyer en dehors de la maison. Et là, avec ces études, est toujours basé sur des statistiques, hein, j'ai pas tous les chiffres, etc. Mais si ça vous intéresse, lisez vraiment le livre. Sa conclusion, c'est que l'environnement partagé n'a quasiment aucun impact. Autrement dit, les parents n'ont que très très peu d'influence finalement sur la personne que tu vas devenir. Par contre, l'environnement non partagé, lui, a un impact. C'est tout ce qui se passe en dehors de la maison. Et donc, il y a un peu de la chance dans ça, parce que ce qui se passe en dehors de la maison, bah, ça va être les rencontres, ça va être ton cercle d'amis, ça va être les mentors que tu vas rencontrer, ou au contraire les personnes qui vont te faire dévier, etc. Et ça, il y a un énorme facteur de chance là-dessus. Alors, encore une fois, tout ça, c'est des statistiques, hein. Ça veut dire que c'est pas tout le temps le cas, et on enlève un peu les cas extrêmes, du coup. On enlève les cas de évidemment, si tu te fais battre par tes parents et compagnie, ou tu te fais violer par tes parents, bon bah là, forcément que ça va avoir un impact sur toi et sur tes gènes, et forcément que ça va avoir un gros impact sur toi. Par contre, et à l'inverse, si tu as je sais pas, une éducation complètement libre, où les parents sont quasiment jamais là, etc., pareil, ça va avoir un impact sur toi. Mais là, en fait, quand tu fais des statistiques, ça te ramène sur une moyenne, ça te ramène dans la société actuelle, avec le type d'éducation classique, voici ce qui se passe, quoi. Et donc on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucun impact sur de l'environnement partagé. Ensuite, Robert Plomine, à un moment dans le livre, il va rentrer un peu dans le détail, il va dire que, parce qu'il dit, est-ce que du coup ça veut dire qu'il y aurait des castes génétiques et là, il répond directement en disant, bah non, parce qu'en fait, on hérite de 50% des gènes de nos parents. Alors déjà, il faut savoir, premièrement, je ne vous ai pas dit qu'on a 99% de gènes communs. Tous ensemble, on a 99% d'ADN commun. On a 1% différent du coup, et dans ces 1% là, on a 50% en commun avec nos parents. Donc déjà ça c'est fou, c'est-à-dire qu'on a 50% de gènes communs, avec nos frères et sœurs aussi du coup. Et en gros ce qu'il explique c'est qu'il y a dans l'ADN il y a ce qu'il appelle des SNP,
Je crois que c'est des singles nucléaires, je sais plus quoi. Et en gros, ces SNP, c'est ça qui vont déterminer euh, des traits. Par exemple, tu as le SNP d'Alzheimer. Enfin, tu n'as pas le SNP d'Alzheimer, mais tu as plusieurs SNP qui sont liés à l'Alzheimer. Et si tu as ces SNP d'Alzheimer, tu vas avoir 40% de chances d'avoir l'Alzheimer. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as à 100%. Tu as le SNP Alzheimer, mais il peut ne pas se déclencher, il peut ne pas s'activer. Je sais pas si c'est la même chose, mais pour la schizophrénie par exemple, je sais qu'on dit aux gens qui ont le gène de la schizophrénie, de faire gaffe avec les drogues, de faire gaffe avec la weed, mais aussi avec les psychotropes, parce que si tu prends ce truc-là et que tu as ce gène de schizophrénie, eh ben, il peut s'activer alors que tu aurais pu l'avoir et qu'il s'active jamais, quoi. Donc je sais pas comment ça joue ce truc, mais ça t'a sûrement joué sur ça. Et donc ensuite, il parle du séquençage de l'ADN. En gros, le séquençage de l'ADN, c'est quoi? C'est d'identifier quelle partie de l'ADN, quel SNP est responsable de quoi? Est responsable de quel trait? Et en fait, c'est pas juste un SNP est responsable d'une chose, mais ils font une technique qu'ils appellent le score polygénique et qui te permet de dire, voilà, tu as tel SNP, tel SNP, tel SNP. On les retrouve aussi chez 98% des gens qui sont gros. Donc tu as X% de chances d'être gros parce que tu as X SNP sur les 3000 SNP qu'on connaît du gène d'être gros, quoi. Et pareil pour tous les autres trucs. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là là, ça veut dire que ça, dans quelques années, on va pouvoir dire à la naissance, même avant la naissance, ok, votre enfant aura 70% de chances d'être gros, 80% de chances d'être intelligent, 30% de chances d'avoir les yeux marrons, enfin tu vois, ce genre de truc, et qu'on allait être de plus en plus précis au fur et à mesure que le séquençage de l'ADN progresse. Effectivement, c'est le cas, sauf que là, par exemple, on va reprendre l'exemple du poids pour les jumeaux, là. On avait dit qu'il y avait 70% de corrélation entre le poids des jumeaux, qui étaient élevés dans des milieux complètement différents. Et sur les 70% de corrélation, donc ça c'est ce qu'on a empiriquement, aujourd'hui on peut compter que 15% des SNP responsables du poids. Ça veut dire qu'il y a encore 50% de potentielle héritabilité. Donc on pense on a 70% d'héritabilité et nous on peut expliquer que 15%. Donc il nous reste encore 55% qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de taf et que je pense qu'on n'est pas prêt de pouvoir faire des prédictions aussi précises. Mais en tout cas, on semble s'orienter vers ça. Donc en gros, la théorie de Robert Plomin, c'est quand même ça, c'est que l'environnement a peu d'impact sur notre évolution et que les gènes, pour le coup, eux, ont énormément d'impact. Et d'ailleurs, il dit aussi une phrase, il dit que plus le temps passe, plus nos gènes se révèlent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il a étudié avec des stats, etc. Et qu'en fait, et souvent on a cette phrase de Ah, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père, plus tu ressembles à ta mère, ce genre de truc. Et je pense à la phrase de Nekfeu, plus je vieillis, plus je ressemble à mon daron comme Simba. Et ben c'est ça. Ça c'est ce truc bon, populaire on ressemble de plus en plus à nos parents en vieillissant. Bah, ça serait expliqué par ce truc-là, de plus le temps passe, plus nos gènes se révèlent. Et donc comme on a 50% de gènes communs avec nos parents, c'est pas surprenant que voilà, on s'oriente vers un peu le même truc que nos parents. Alors c'est pas, l'auteur nous dit bien, il faut pas être fataliste. C'est pas en mode voilà, tout est géré par les gènes, on peut rien faire, etc. Puisque tu as quand même une marge de manœuvre. Il y a quand même, il dit, je sais plus exactement, mais je crois qu'il dit un truc du genre 50% est génétique et 50% du reste vient de l'environnement non partagé. Ça veut dire que tu as quand même 50% de progrès. Donc effectivement, si tu pars avec des gènes claqués au niveau de l'intelligence, au niveau du bonheur et compagnie, tu vas plus galérer, mais tu as 50% de marge de progrès, ce qui est quand même assez énorme. Après, c'est pas vrai pour tous les trucs, hein, tous les traits, mais en général, je crois que c'était à peu près ça qu'il donnait comme stat. Mais je vous conseille vraiment de lire le livre pour voir tout ça justement. Et ensuite, j'ai un peu continué à faire ma recherche après le livre. Donc là, je sors du livre. Donc, la théorie du livre, c'est vraiment ça, c'est que on est énormément déterminé par nos gènes et l'environnement a finalement un impact beaucoup moins important que ce qu'on pourrait penser. Mais j'ai un petit peu cherché et tout derrière, je fais des recherches derrière, et j'ai entendu parler de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est quoi? C'est une science qui s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment les gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l'être. Autrement dit, ça veut dire, ça étudie sur qu'est-ce qui va faire qu'un gène se déclenche ou non. Par exemple, pour la schizophrénie, l'impact de la drogue sur l'activation ou non d'un gène de schizophrénie.
ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça, je l'ai vu en regardant une conférence, un des mecs disait, un scientifique disait, il y a non pas deux paramètres pour tout ce débat de l'acquis, l'inné et compagnie. Il n'y a pas juste euh, l'environnement et les gènes, il y a environnement, gènes et l'organisme. L'organisme, du coup, qui est un peu le décodeur, qui va décoder le message. Et ce décodeur, il est super important parce que c'est enfin, c'est notre corps. Et en fait, on voit que ça évolue. Parce que par exemple, les gens qui vont avoir des gènes de l'obésité aujourd'hui, probablement, même c'est quasiment sûr si on suit cette théorie, leurs grands-parents avaient aussi ces gènes-là. Et pourtant, ils n'étaient pas forcément obèses. Mais c'est juste que dans le milieu des grands-parents, bah, ce gène-là s'est pas déclenché. Et dans le nouveau milieu dans lequel on vit aujourd'hui, il s'est déclenché. Donc chaque fois, en fait, la grille de lecture, elle est à réadapter en fonction de chaque société. Donc le fait de dire, voilà, votre bébé aura 50% de chance d'avoir ça marche dans une société donnée. Mais comme il y a des évolutions de société et des évolutions de pratiques et compagnie, et qu'en fait on a constamment euh, un impact sur nos gènes. En gros, ouais, c'est ça, en changeant d'environnement, on peut un peu changer nos gènes. C'est pas vraiment changer nos gènes, mais c'est changer la manière dont ils vont s'activer. Donc, c'est tout ce qui est l'épigénétique. Bon, c'est un sujet, je pense, qui est super compliqué. Moi, là, c'était vraiment une initiation, ce livre. C'était intéressant de lire ça, c'était intéressant de voir un peu derrière les détracteurs de ce livre pour voir un petit peu ce qu'il disait à propos de l'ouvrage. Et c'est un sujet que je vais clairement creuser parce que c'est hyper intéressant. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'apprendre des trucs parce que c'est vraiment un sujet que je découvre. Mais je pense que c'est un sujet super intéressant sur lequel on ne sait pas encore beaucoup de choses aujourd'hui, mais ça a l'air d'avancer. Donc je vais suivre ça avec assiduité. Merci beaucoup d'avoir écouté ce résumé si vous l'avez écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à lancer des débats là-dessus parce que c'est super intéressant. Et puis ben, on se voit bientôt pour un prochain résumé de livre. Peace!